9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, il est 9h30 jusqu'à 10h sur Sud Radio. Et vous n'oubliez pas, Radio Libre, vous pouvez également vous exprimer au 0826 300 300 et réagir par exemple sur ce livre et ce que va nous dire Christophe Éoche Duval. J'ai dit Éole tout à l'heure. Éoche Duval, oui, c'est bien ça. C'est pas le dieu des vents. J'essaie de moins brasser de vent, mais bon, et plus d'être concret. Vous êtes haut fonctionnaire, vous avez écrit Le prix de l'insécurité, enquête sur une défaillance d'État. Alors c'est toute l'insécurité que vous mettez en évidence. C'est du petit vol à la tire des violences en fait dans la rue aux victimes des accidents de la route. Aux fonctionnaires, pour écrire ça, il faut quand même peut-être avoir un peu de courage. Vous êtes connaisseur aussi de la justice. Dites-nous déjà, parce que vous écrivez, vous commencez votre essai par une série de prénoms. Geneviève, Maëlys, Antoine, Lola, Audrey, etc. Des prénoms qui résonnent comme autant de victimes qui ne sont pas suffisamment prises en compte, dites-vous, par la justice. Pourquoi vous avez écrit ce livre? Vous avez été touché personnellement par une affaire? Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs un drame que souvent il faille être touché concrètement pour peut-être se plonger davantage dans un sujet que j'aurais pu connaître mais que je l'avais trop de manière superficielle abordé. Voilà, j'ai été victime, pas moi directement, mais ma famille a été victime parce que une jeune cousine qu'on aimait bien, 38 ans, elle allait chercher son fils unique de 14 ans et elle a été tuée sur la route par une chauffarde. Et ce qui m'a scandalisé, c'est de découvrir que les victimes, que les ayants droit de victimes sont victimes 3 fois. Une première fois, cette maman n'est plus là. Son fils ne l'a plus. À vie. Geneviève, ouais. Et voilà, Geneviève. Ensuite, deuxième scandale pour les victimes, c'est ce qui a été le verdict de la justice. Il n'y a pas eu de réponse pénale pour cette famille. La chauffarde a été, tenez-vous bien, condamnée à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 600 € d'amende et 2 ans de suspension de permis de conduire. On a supprimé une vie. Deuxième article des droits de l'homme. Le droit à la vie est sacré. Dans les circonstances, on va peut-être pas s'arrêter sur ces textes. Oui, sur ça, mais c'était une femme qui conduisait évidemment bien sûr en infraction totale, qui faisait la fête avec ses copines, 1,5 g d'alcool dans le sang. Ah oui, 1,5 g, parce que normalement ces circonstances effectivement quand même aggravantes. Mais voilà, mais je vous dis le verdict. Et troisième fois, la famille a été broyée, si je puis dire, par à la fois ce parcours du combattant de la justice, l'impossibilité de faire appel du jugement. Et pourquoi? Parce qu'il y a des appels dans la justice quand même. Non, mais il faut que les auditeurs le sachent. Ouais. Les victimes ne sont pas sur un pied d'égalité avec les prévenus. Bien, c'est une conception franco-française que c'est le parquet qui représente la société. Seul le parquet peut faire appel, d'abord peut poursuivre d'une part, et peut faire appel de jugements de tribunaux correctionnels ou de jugement maintenant de cour d'assises, puisqu'il y a un droit d'appel sur les droits d'assises. La victime n'a pas de statut. Si elle est partie civile, c'est un autre procès, celui de la responsabilité civile, mais en tant que partie pénale, elle n'existe pas. Et alors, j'avais, à la suite de cette affaire, justement, lancé une campagne pour essayer de demander le droit d'appel des victimes, des ayants droit de victimes ou des victimes elles-mêmes, devant les tribunaux correctionnels ou les cours d'appel. Je n'ai jamais pu être entendu jusqu'à aujourd'hui. C'est déjà une iniquité totale dans le système judiciaire français. Ouais. Et pourtant, aujourd'hui, on dit que les victimes ont beaucoup plus de droits qu'auparavant. Qu'elles sont reconnues, Christophe Éoche Duval. Cher monsieur, elles sont reconnues parce qu'elles sont parties de zéro. Effectivement, c'est à peu près, on va dire, dans les années 90. 80, ça commence un peu effectivement, mais 90 surtout, qu'il y a une prise de conscience que le statut de la victime est très inférieur et infériorisé dans la justice française, parce que c'est le parquet qui les représente, qui est leur ange gardien. En réalité, il ne l'est pas. Il défend d'autres intérêts qui sont des intérêts publics. Il ne faut pas les mélanger. Et petit à petit, effectivement, il y avait eu sous Chirac un secrétariat d'État aux victimes qui a fait du boulot, voilà. Mais c'est encore très très insuffisant. Écoutez, il y a une information ce matin qui est tombée. On va apprendre que la criminelle présumée, bien sûr, de la petite Lola va être envoyée en cour d'assises. Ouais. Le papa de cette petite Lola s'est suicidé. Mais quel est la prise en charge des victimes qu'il y a? Elle est totalement insuffisante par rapport au tsunami
que ça représente pour chacune des victimes ou familles de victimes. Dans l'enquête, dans ce livre que vous avez fait, qui est assez technique, mais qui est très intéressant, il faut être précis. Sur une défaillance. Non, mais c'est ça, et c'est pour ça. Enquête sur une défaillance d'État. Vous dites qu'il n'y a pas de comptabilité publique de la sécurité. Autrement dit, du coût en France, chaque année, de l'insécurité. Mais l'insécurité, très vaste, hein, ça va de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire des accidents de la route, mais également aux violences intrafamiliales, la délinquance, enfin, toutes sortes. Alors, attendez, mais moi je suis surpris quand même. Ah ben j'espère que vous êtes surpris. Non mais je suis surpris en me disant, mais quand même, il y a la justice, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a Bercy, effectivement, il y a tous ces budgets quand même. Moi-même, j'ai d'ailleurs en partie été surpris et j'ai dû me frotter plusieurs fois les yeux. J'ai fait une étude statistique de 2010 à 2020, je n'ai pas voulu remonter avant, ça ne savait plus rien. Aller plus près de l'actualité, c'est toujours un sujet un peu polémique, etc. Et donc, j'ai fait plusieurs découvertes, dont celle effectivement d'être du scandale, on va dire, de la statistique en France, en tous les cas, de la criminalité. Elle est parfaitement indigente, c'est-à-dire que même des chercheurs du CNRS, aux travaux desquels je me suis également référé, ne peuvent pas, sauf avec la louche, évaluer exactement le nombre d'homicides volontaires et involontaires. Tous les chiffres qu'on nous donne chaque année. Non, je peux vous dire que les chiffres auxquels je parviens sont un minimum et sont une évaluation. Par exemple, un exemple concret, le nombre d'accidents mortels du travail, c'est une donnée que les caisses primaires d'assurance maladie donnent de manière très difficile, et qui plus est... Parce que c'est pas simple à avoir. Peut-être, mais non, mais pourquoi ? C'est absolument normal. Ma proposition, d'ailleurs, de mon livre, c'est que demain, le pouvoir politique désigne l'INED, c'est l'Institut National d'Études Démographiques, à donner c'est un expert de la démographie, il va collecter, si on lui donne l'ordre, il va collecter tous les chiffres, il va obliger les administrations à donner leurs chiffres, et tous les ans, il devrait y avoir devant le Parlement, un débat, en tout cas une information, combien est-il eu d'homicides volontaires et involontaires pour cause d'insécurité en France. C'est anormal. Et tout ce que cela représente en termes de coûts. Alors il y a le coût humain, bien sûr. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, effectivement, mon constat, c'est d'avoir cherché à chiffrer tout cela. Chiffrer le coût des politiques publiques de sécurité intérieure et chiffrer aussi le coût du prix de la vie. Et ma découverte, là aussi, c'est sidérant. On est infichu de pouvoir totaliser, par exemple, ce que les communes consacrent à la sécurité. Il y a 25 000 agents de police municipale, il y a de la vidéosurveillance. Les communes investissent. L'agrégation de toutes ces sommes d'argent, c'est infaisable. La Cour des comptes devrait, à mon sens, être chargée tous les ans là aussi, pour en rendre compte devant le Parlement. Je n'ai pas vu, elle n'a pas fait d'enquête, la Cour des comptes tout ça est parcellaire, ce sont des bribes d'informations de ci, de là, il faut les additionner, les soustraire, il faut utiliser la louche. Je parviens à des chiffres, certes, je parviens à l'estimation que selon moi, j'en ai vu, effectivement, des chiffres. C'est un travail de bénédictin pour les trouver. Pour moi, 7% du PIB partent tous les ans, grosso modo, dans le coût de l'insécurité globale. Entre ce que ça coûte aux administrations, parce qu'il faut évidemment, il y a des juges à rémunérer, il y a des greffiers à rémunérer, il y a des policiers et des gendarmes, il y a des agents de Vigipirate pour la défense nationale, etc. Il y a ensuite le coût privé de la sécurité, parce que chacun d'entre nous devrait normalement se reposer sur le fait que dans Mont-Tranquille, il y a les gendarmes et les policiers dans la rue. On devrait presque ne pas avoir à faire de dépenses supplémentaires de sécurité. Or, vous savez bien que les entreprises comme les particuliers sont obligés de rajouter au pot alors qu'ils ont déjà payé par leurs impôts. Christophe Héroche-Duval, qu'est-ce que vous voulez démontrer par là ? Sur le prix de l'insécurité, enquête sur une défaillance d'État, vous voulez démontrer quoi ? Que on ne se regarde pas en face pour voir combien coûte notre insécurité à la société, c'est ça ? Il y a d'abord un gros problème démocratique. Les citoyens, les citoyennes que nous sommes devraient... C'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout agent doit rendre compte de son administration, tout agent public. Et donc, déjà, est-ce que les citoyens sont au courant de ce que lui coûte, de ce que leur coûte, de ce que nous coûte la sécurité ou l'insécurité? Je pense que les auditeurs qui nous écoutent se disent, bien sûr. Premier point. Donc je les renvoie à mon livre. D'ailleurs, je les invite à réagir. Ils peuvent réagir. Deuxième point, est-ce que ce qu'on y consacre est efficace en résultat? Parce qu'après tout, pourquoi pas consacrer 7 points de PIB à la sécurité si au bout du coup,
je fais un jogging à 5h du matin et je suis pas agressé par un violeur, si je me sors dans la rue, je suis un docteur, cette doctoresse qui était dans un parking avenue Wagram, elle se dit, je suis tranquille, je ne risque pas de me faire égorger. Non, mais Christophe et Hoche-Duval, c'est intéressant. Par exemple, il y a eu les Jeux Olympiques cet été à Paris. On a déployé des policiers à tous les coins de rue. Hein, bien sûr. Et alors, les vols ont baissé. Enfin, tout a baissé. La criminalité à Paris, il y a des statistiques quand même. Donc, finalement, quand on met des moyens, alors évidemment, ça a un coût tout ça, mais ensuite, ça peut être éventuellement efficace, quoi. Comment vous avez perçu cela, justement ? Eh ben, tout simplement parce que ce que vous venez de dire, quand il y a du volontarisme politique pour rendre la vie sûre, pour respecter ce deuxième des droits de l'homme qui est le droit à la sûreté, le droit à la sécurité, eh bien ça marche. Ça marche parce qu'effectivement, comme vous avez dit, on a fait monter tous les policiers des commissariats et tous les gendarmes des brigades de gendarmerie de province, et on a saturé l'espace public effectivement de surveillance, de vidéosurveillance, etc. Donc, alors on va dire c'est un état policier. Non, c'est pas un état policier. C'est simplement le juste retour que nous demandons chacun d'entre nous à l'État, à qui on a tout confié, contrairement à certaines philosophies ailleurs dans les pays comme par exemple les États-Unis, où effectivement les citoyens doivent compter aussi sur eux-mêmes puisqu'ils ont le fameux deuxième amendement qui leur permet de s'armer. Bon, bref, c'est pas le cas français et tant mieux. On a retiré la peine de mort et tant mieux. Mais par conséquent, ça veut dire que l'État doit s'assurer qu'on ne puisse pas nous l'infliger. J'ai dit à notre corps défendant, on ne demande jamais la mort. Mais en tout cas, voilà la question. C'est-à-dire que c'est un retour sur investissement de nos impôts et de ce qu'on y consacre à juste titre, mais qui aujourd'hui n'a pas de résultat tangible. Tiens, ça c'est intéressant, puisque on dit, vous savez que on va mettre peut-être dans une réforme là, en face de ce que l'on paye les impôts, là où vont les sommes d'argent, ou là où elles sont consacrées. C'est peut-être une piste, ça. En tout cas, nous continuons d'en parler. Oui, il y a du boulot. Christophe et Hoche-Duval qui est avec nous dans La Vérité en face sur Sud Radio. Le prix de l'insécurité, c'est aux éditions Erol. C'est passionnant. Enquête sur une défaillance d'État. Vous mettez un défi à l'État. L'obligation de résultat de vivre en sécurité. C'est ça en quelque sorte. Je sais que ça vous fait réagir. 0826 300 300 sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face, le prix de l'insécurité. Enquête sur une défaillance d'État, c'est aux éditions Erol. C'est Christophe et Hoche-Duval qui est haut fonctionnaire. Hein. Je peux le dire, vous travaillez en fait au Conseil d'État. Oui, mais alors mais vous êtes à titre personnel. Je suis un citoyen libre et voilà. Non, mais effectivement, je n'engage strictement pas mon administration et. Non. Et en revanche, vous connaissez bien la justice, justement. Forcément, bien sûr. Mais vous n'êtes pas anonyme, hein, voilà, c'est ça. D'ailleurs, au passage, et je remarque que ça c'est technique, je le dis pour des auditeurs qui voudraient évidemment acheter votre livre, qui est très intéressant parce qu'il y a énormément. Non, mais c'est vrai qu'il y a énormément de détails. On apprend ce qu'est l'État 4001. C'est un outil statistique de grande criminalité. Alors ça, ce sont les. Dites-nous ce que c'est quand même. On va apprendre quelque chose à travers ça. Voilà, en 2 mots, bien sûr. En 1972, je crois que c'est sous Alain Pierre Fitz, j'ai peut-être un trou de mémoire, mais peu importe, est mis en place un outil informatique que les gendarmes, les policiers et d'autres enquêteurs remplissent tous les jours, qu'il y a effectivement une enquête de flagrance, une plainte ou une enquête préliminaire avec des rubriques 110. Et c'est un outil formidable parce qu'il existe depuis 72. Alors jusqu'à 2023, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, on a cassé le thermomètre. C'est très grave à mon avis, mais tant pis. En tout cas, il est très intéressant parce qu'il y avait 110 types d'infractions, d'incriminations. Et moi, j'ai pu comme ça suivre à la courbe des homicides. Alors par exemple, l'indice numéro 1, c'est règlement de compte par homicide. Donc, autrement dit, à Marseille, vous avez bien vu, il y a souvent malheureusement la peine de mort qui est infligée. Par contre, eux, ils n'ont pas aboli la peine de mort entre eux. Et donc les bandes rivales. Voilà, les bandes rivales, etc. Donc, par exemple, à ce moment-là, le gendarme ou le policier remplit un homicide par règlement de compte index 1. Voilà. D'accord. Peu importe, c'est une statistique très importante. Et il y a une centaine de... C'est ça ? Alors... c'est un yo-yo un petit peu, mais on va dire il y a une 150 en moyenne règlement de compte par homicide par an.
Voilà. D'accord. C'est un chiffre qui s'aggrave d'ailleurs. Il y a combien d'articles Alors, il y a 110 index. 110 index. C'est index cotation ou codage, si vous voulez. Voilà. Que doivent remplir les enquêteurs. Exactement. Et c'est ça qui représente ensuite l'État 4001. Alors, dans le jargon, on appelle cette base statistique l'État 4001. Ouais. Voilà, c'est du jargonesque. Non, mais c'est à partir de ça qu'on peut avoir la réalité. Que n'importe quel chercheur, j'ai fait le travail. De l'insécurité en France. Absolument. Que ce soit sur les routes ou dans la rue, des violences intrafamiliales. Parce que c'est malheureusement, justement, comme la France n'est pas simple, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'il faut collationner des données qui ne sont pas globalisées. C'est pour ça que je souhaite, première de mes propositions, l'Institut national d'études démographiques, demain l'INED, est désigné par le gouvernement pour donner une statistique globale et non pas à la pêche, comme j'ai dû le faire, des informations. C'est anormal. Donc la 4001, c'est que la criminalité. Voilà, c'est ça. Qu'il y ait donc une statistique globale sur toute l'insécurité et qu'il y ait aussi des chiffres en face. Et des chiffres en face. La Cour des comptes désignée tous les ans pour nous faire un rapport sur le coût de l'insécurité. Voilà, de toutes les administrations, parce que ça ne concerne pas que la justice et l'intérieur, bien sûr, mais même le ministère de la Santé a des coûts liés à la sécurité. Par exemple, évidemment, la lutte contre les insécurités alimentaires, tout simplement. Donc tout ça se chiffre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de pilote dans l'avion. L'État n'a pas de pilote dans l'avion. D'accord. C'est très étonnant parce que évidemment il y a l'ensemble en fait de la haute fonction publique, il y a les instituts statistiques, il y a le ministère de la Justice, donc on se dit tout ça devrait être répertorié. Vous dites c'est partiel et c'est pas totalisé, c'est pas consolidé. Voilà en tout cas, Christophe et Hoche Duval, vous suscitez des appels au 0826 300 300. C'est Robert, d'abord de Bordeaux, qui est avec nous. Bonjour Robert. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que je suis un ancien policier, un ancien inspecteur de police. Et j'ai été policier de 1976 à 2007. Et j'ai participé, notamment, j'étais en Seine-Saint-Denis pendant 12 ans, donc j'ai découvert en 80, je suis arrivé en Seine-Saint-Denis. J'ai découvert le 4001. Et je me suis rendu compte, pour compléter ce que dit votre invité, je me suis rendu compte que c'était un outil qui pouvait être très bien trafiqué parce que c'est bien beau d'avoir la liste des crimes et des délits, mais il n'y a pas de coefficient. C'est-à-dire que, par exemple, il vaut mieux arrêter quelqu'un qui a volé un chéquier, qui a fait 25 chèques, ça fait 25 faits constatés, 25 faits élucidés. Et qu'un crime, c'est un fait constaté, un fait élucidé. Donc, c'est comme le bac. Si vous passez toutes les matières sans coefficient, ça donne pas un vrai regard. Christophe et Hoche Duval va vous répondre à ce sujet et dialoguer avec vous. Restez en ligne avec nous. Non, mais cher monsieur, vous êtes un praticien, donc vous l'avez vécu. J'explique dans mon livre le caractère parfaitement insatisfaisant de la 4001. C'est la raison pour laquelle j'ai des propositions très concrètes. Il faut tout refondre. Il faut tout refondre, la statistique policière et de criminalité, et notamment au bout du bout. Alors il faut restaurer ce que malheureusement en 2020, le Premier ministre de l'époque a supprimé un organisme qui s'appelait l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale. C'est une faute politique qui a été faite à mon sens, car il collectait des données et il faut confier à l'INED, comme je le disais tout à l'heure, la statistique. Il faut la revoir de fond en comble. Elle n'est pas bonne. Est-ce que vous croyez, Christophe, et donc elle est sous-évaluée, qu'on a aussi elle est sous-évaluée, supprimé ça parce qu'on a peur d'une certaine réalité? Ma constatation, c'est que j'ai observé que plusieurs fois, on casse les thermomètres. Et en cassant les thermomètres, évidemment, on fait redémarrer la température, j'allais dire non pas à zéro, mais enfin en tous les cas, on fait descendre la température en dessous de 37. Ça permet d'éviter de voir la fièvre. Parce que le temps que la statistique se remette en route, alors je l'ai expliqué dans mon livre, la 4001, monsieur qui l'a renseigné pendant des années, vient d'être dissoute, disparue. Au cours de l'année 2023, brusquement, les services statistiques ont changé de méthode. Autrement dit, on ne pourra plus suivre le fil de la courbe de 72 à... à 2023. Et évidemment, bien sûr, quand on casse le thermomètre. Robert, vous avez vu. Bon, en tout cas, merci parce que vous étiez bien au courant. C'est Philippe de Narbonne qui est avec nous également au 0826 300 300 et qui veut réagir. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à vos invités. C'est Patrick, là. Patrick Roger avec vous. Jean-Jacques, il est avant. Mais Jean-Jacques est là aussi, bien sûr, il était là juste avant. Excusez-moi, allez-y, je vous en prie. Rapidement, sur la sécurité, moi je pense que, comment dire, de toute façon, là je vais pas parler vraiment du grand banditisme, où là effectivement il nous faut une police et une gendarmerie forte, ça c'est certain, mais pour, comment dire, tout le reste, je pense que la solution n'est pas dans un état policier ou dans un état non policier, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi au niveau du peuple, comment dire, que chaque personne, comment dire, réagisse aussi à cette insécurité et, comment dire, protège une responsabilité de chacun, quoi, c'est ce que vous dites. Une responsabilité de chacun, voilà, le nombre de fois qu'on voit des gens qui passent plus de temps à filmer les agressions qu'à essayer de défendre l'agressé, voilà. En faisant comme ça, on diminuerait, si les gens avaient cette prise de conscience, on diminuerait de facto cette insécurité, et c'est cette insécurité-là qui est insupportable pour le peuple. C'est pas le grand banditisme qui est là et qui a toujours existé et qui existera malheureusement toujours. Christophe, merci Philippe. Pour conclure, Christophe je réagis en disant bien sûr que ce monsieur a raison dans un sens. D'ailleurs, j'ai fait un autre essai qui s'appelle l'inflation normative. Quand la France crève de trop de lois chez Plomb. Et il y a un lien entre les deux. Ce que monsieur dit, c'est vrai. Il y a une fuite en avant à augmenter le nombre de policiers et de gendarmes. Il y a presque aujourd'hui un vigile pour un gendarme policier. Ça pose des questions du point de vue démocratique. Il a raison, ce monsieur. Et l'inflation des normes pénales, je l'ai calculé, 113% d'inflation des normes pénales de 88 à 2023. Pour quel résultat? Quelque part, ce sont, j'allais dire, les honnêtes citoyens qui sont quelque part enquiquinés, qu'on surveille, surcontrôle, et on laisse dans la nature 300 000, 400 000 grands délinquants qui effectivement font un peu, non pas ce qu'ils veulent, mais en tout cas, non pas de véritable politique de zéro tolérance à leur égard. Merci beaucoup Christophe. Eoche Duval, le prix de l'insécurité, enquête sur une défaillance d'État aux éditions Erol. C'est passionnant, je vous inviterai, forcément. Dans un instant, c'est Valérie Expert et Gilles Gansman, avant de retrouver tout à l'heure André Berkoff à midi.